Le Shah parti, le peuple iranien attend maintenant le retour de l'ayatollah Khomeini. Where there is discord, may we bring harmony. Where there is error, may we bring truth. Les majorités se font et se défont par des votes. Elles ne se font pas, elles ne se défont pas par des déclarations. Les troupes soviétiques entrent en Afghanistan. 1979. Il existe dans l'histoire des années charnières. Traversées par des ruptures inattendues, 1979 en est une. Et les changements cruciaux qui vont alors parcourir le monde structurent encore nos sociétés aujourd'hui. Je suis Charlotte Baris et vous écoutez 1979, année fatidique, une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Épisode 2, Gauche et droite se fracturent. L'une des grandes figures souvent représentées en une de l'Express s'appelle Simone Veil. La magistrate apparaît à plusieurs reprises sur la couverture du magazine, toujours avec son chignon et ses yeux clairs qui vous sondent. Son visage fermé est cette fois-ci accompagné d'un titre, La Grande Bagarre. En cette fin avril 1979, il n'est pas question de son combat pour l'IVG, car Simone Veil est candidate aux élections européennes, un vote inédit. Pour la première fois, les députés seront élus au suffrage universel direct et sa campagne est mouvementée, comme lorsque des militants du Front National s'invitent à l'un de ses meetings. Vous ne me faites pas peur du tout. J'ai survécu à pire que vous n'êtes que des SS au petit pied. Cette scène illustre l'ambiance tendue qui règne autour de l'élection. Toute la classe politique se divise, comme on peut le lire dans ce numéro d'avril 79 de l'Express. Confuse la grande bagarre européenne qui commence ? D'une grande limpidité, au contraire. En réalité, au-delà du choix des 81, les Français, le 10 juin, seront appelés à répondre à 3 questions. Faut-il ou non renforcer l'Europe ? Le gouvernement dispose-t-il du soutien de la majorité des électeurs ? Les giscardiens, dans cette majorité, et les socialistes dans l'opposition, distancent-ils ou écrasent-ils les chiraciens et les communistes ? Autant à gauche qu'à droite, on se querelle sur la question de l'Europe, des fractures qui vont marquer la politique française jusqu'à aujourd'hui. Nous poursuivons notre série sur l'année 1979 en compagnie de Brice Couturier, journaliste et essayiste, auteur de 1979, Le Grand Basculement du Monde, aux éditions Perrin. Et il est important pour ce deuxième épisode de commencer par poser le contexte économique de l'époque. C'est cette année-là, en 79, donc, que Jean Fourastier sort un livre qui porte ce titre-là, Les 30 Glorieuses. Et bien sûr, c'est une façon de dire qu'on en sort de ces 30-là. Fourastier veut nous donner une leçon. Il oppose la manie française des révolutions, les 3 journées glorieuses de juillet 1830, aux 30 années glorieuses au cours desquelles la France, à demi détruite par la guerre et l'occupation, a su se reconstruire et se moderniser sans passer par la case révolution. Ou plutôt, c'est une série de révolutions tranquilles qui ont eu lieu durant ces 3 décennies. La France est redevenue une puissance démographique, industrielle, politique et militaire. Et en plus, mai 68 est passé par là et il y a eu une révolution des mœurs qui a lieu en ce moment-là. Mais la suite s'annonce beaucoup moins triomphante. Et en effet, l'économie française, comme la plupart d'ailleurs des économies européennes, patine. Comme la plupart des autres États capitalistes, nous sommes victimes de ce qu'on appelle à l'époque la stagflation, c'est-à-dire un mélange inattendu, inédit, de croissance faible et d'inflation forte. De ce fait, le chômage qui avait pratiquement disparu de l'horizon durant les 30 Glorieuses, il est reparti à la hausse dès le milieu de la décennie 70. Et les gouvernements que Giscard d'Estaing va nommer hésitent entre des politiques soit d'un côté de relance qu'on appelle la relance keynésienne qui aggrave l'inflation et des politiques de rigueur budgétaire qui sont au contraire destinées à calmer l'inflation, mais qui ont le tort de faire monter le chômage. Si vous voulez, en gros, c'est dans un premier cas le gouvernement Chirac, dans le second cas, le gouvernement de Raymond Barre. Le pays est donc dirigé par Valéry Giscard d'Estaing, centriste, élu en mai 1974. C'est à Chirac que Giscard doit sa courte victoire à la présidentielle de 1974. Le candidat du camp gaulliste à cette élection, c'était Chaban-Delmas. Mais Jacques Chirac a préféré soutenir le candidat centriste, VGE,
Et au sein de l'Assemblée nationale, au lendemain de cette présidentielle, le groupe parlementaire le plus nombreux, et de loin à droite, c'est l'UDR, néo-gaulliste, qui obéit à Chirac et pas à Giscard. Et du coup, les divers groupes centristes qui soutiennent Giscard pour sa présidentielle sont nettement moins nombreux que le groupe néo-gaulliste. Et même après les législatives de 1978, où les partisans du président sont parvenus à se rassembler, à se fédérer au sein de cette nouvelle formation qui s'appelle l'UDF, ils demeurent surclassés par le RPR, créé par Chirac en 1976. Donc vous voyez bien qu'on est dans une situation qui est pas loin d'une cohabitation en réalité, parce qu'on avait l'habitude dans la Ve République que le chef du gouvernement soit nommé dans le groupe politique dominant au sein de l'Alliance victorieuse. Et là, c'est pas le cas. Vous avez un président, en réalité, qui est soumis au chantage, parfois, du parti politique dominant au sein de son propre camp, qui n'est pas le sien. Je viens de remettre la démission de mon gouvernement au président de la République. En effet, je ne dispose pas des moyens que j'estime aujourd'hui nécessaires pour assumer efficacement mes fonctions de Premier ministre. Et dans ces conditions, j'ai décidé d'y mettre fin. Chirac, depuis qu'il a été remplacé par Raymond Barre à la fin de l'été 76 à Matignon, il a récupéré sa liberté de critiquer le chef de l'État et croyez-moi, il s'en prive pas. Fin 78, en décembre 78, vous avez le fameux appel de Cochin où Chirac assassine véritablement Giscard alors qu'il a été son Premier ministre. Barre lui-même a été vice-président de la Commission européenne et même si c'est peut-être pas un europhile absolument enthousiaste, lui c'est un solide partisan de la construction européenne alors que Chirac estime que sous la présidence de Giscard d'Estaing, la France a beaucoup trop concédé à ce qu'on appelle à l'époque la Communauté économique européenne, qui est l'ancêtre de notre Union européenne. Et comme les communistes, Chirac dénonce ce qu'il appelle l'Europe allemande. Jacques Chirac s'inquiète notamment de la mise en place du SME, le système monétaire européen, lancé le 13 mars 1979. Le SME, il s'agit en réalité d'une monnaie panier, l'écu, autour duquel les monnaies des États membres des communautés européennes doivent évoluer sans trop en décrocher pour qu'il n'y ait pas de problème de change entre nos différentes monnaies européennes. En gros, si vous voulez, c'est lorsqu'une monnaie s'écarte de plus de 2,5% du cours de cette espèce de monnaie européenne virtuelle, sa banque centrale doit intervenir pour rétablir la situation et elle est aidée par la Banque centrale européenne. Chirac n'aime pas du tout cette idée parce qu'elle limite les capacités de la France en matière de politique monétaire, évidemment, mais il est surtout furieux que Giscard ait approuvé l'idée d'élire les députés au Parlement européen au suffrage universel, ce qui va se passer pour la première fois le 10 juin 1979. Jusqu'alors, il faut savoir, les eurodéputés, ils étaient désignés par les parlements nationaux des États membres. Donc, il y avait un contrôle indirect du pouvoir sur ce Parlement européen. Et il est évident que, en élisant les députés européens au suffrage universel, le Parlement européen va gagner en légitimité, en autorité, et à travers lui, ce sont toutes les institutions basées à Bruxelles qui vont gagner également en autorité et en légitimité. Et ça, Chirac n'en veut pas. Nous allons revenir un peu plus loin sur le résultat de ces élections européennes, car dans le camp d'en face, à gauche, on se déchire aussi. En 1972, socialistes, communistes et radicaux signent un programme commun, une union de la gauche qui va rapidement vaciller. On l'a un peu oublié, mais lors des élections présidentielles de 1974, Mitterrand avait frôlé la victoire. Il était arrivé en tête au premier tour avec 43% des voix, et Giscard d'Estaing avait certes été élu au deuxième, mais avec une avance très faible, moins de 51% des voix. Alors, à cette époque-là, la victoire de la gauche semblait en vue. Mais plus on approchait des présidentielles de 81, et plus les deux principaux partis de gauche, le PS et le PCF, paraissaient proches de la rupture. Ça avait commencé dès la Révolution portugaise de 1974 et de ses suites au Portugal. Les communistes soutenaient leurs camarades portugais, un parti parfaitement stalinien d'ailleurs, engagé dans un processus de radicalisation, alors que les socialistes européens soutenaient, eux, les socialistes de Mario Soares, qui étaient des gens extrêmement modérés. Le PS français a été moins clair et peut-être un petit peu plus partagé. Jean-Pierre Chevènement et sa tendance
de gauche, un peu plus radicales au sein du PS, souhaitaient que le parti soutienne les forces révolutionnaires. Et au congrès de Nantes du Parti socialiste en 1977, Chevènement avait lancé « Ni périr comme au Chili, ni trahir comme au Portugal ». Et François Mitterrand, premier secrétaire et patron du parti, lui avait rétorqué que les électeurs portugais qui avaient voté pour Soares et la social-démocratie, et que c'était bien cette solution-là que les socialistes français défendraient s'ils parvenaient au pouvoir. Il avait dit, Mitterrand, non, le socialisme portugais n'a pas trahi. Et c'était une première mise au point, et d'importance, parce qu'elle signifiait que le PS, contrairement au PCF, ne s'inscrivait plus dans une perspective de révolution anticapitaliste. J'ai dit à ma femme, François Mitterrand a décidé d'abandonner le programme commun de la gauche, fait les valises, on rentre à Paris. Le Parti communiste et le Parti socialiste, ils ont renégocié en 1977, à la demande des communistes, le programme commun de gouvernement. Mais François Mitterrand a jugé alors que les nouvelles exigences des communistes étaient exagéré. Les désaccords portent en particulier sur le nombre d'entreprises privées à nationaliser en cas de victoire électorale, et les délégations se sont séparées en 1977 sans parvenir à un accord. Là-dessus, vous avez l'échec de la gauche aux législatives de mars 1978, et elle provoque évidemment des doutes sur la capacité de François Mitterrand à être le candidat de la gauche au présidentiel de 81, alors qu'il a déjà été battu 2 fois, en 65 face au général de Gaulle et en 74 face à Giscard d'Estaing. François Mitterrand n'est plus l'homme de la situation, déclare un rocardien fameux. Et le soir même du résultat de ces élections législatives de 78, Rocard a dénoncé l'archaïsme du programme commun de la gauche et il a proclamé « Il n'y a pas de fatalité à l'échec ». Et évidemment, dans son esprit et celui de ses amis, tout le monde comprend que l'échec est l'échec qui s'appelle François Mitterrand. Et tout le monde le comprend ainsi, au-delà même des limites du Parti socialiste. En avril 1979, le PS tient alors un congrès décisif à Metz. Il va marquer la rupture entre François Mitterrand et Michel Rocard. Rocard accuse Mitterrand de mollettisme. Comme l'ancien responsable de la SFIO, Guy Mollet, Mitterrand aurait un discours de gauche masquant un opportunisme politique par manque de conviction. En réaction, Mitterrand change d'allié. Pour conserver la direction du PS, nous préférons la fermeté sur l'orientation du parti au rassemblement indistinct, sans portée, sans durée. Il passe un deal avec le courant de Chevènement et il laisse Pierre Mauroy, son vieil allié et le vrai représentant d'une social-démocratie française, basculer dans la minorité avec Michel Rocard. À l'époque, Chevènement propose un programme qu'on qualifierait aujourd'hui de souverainiste, très anti-américain, assez hostile à l'Allemagne et à la communauté européenne. Affaire de stratégie électorale, Chevènement pense pouvoir attirer du côté du PS une partie des électeurs gaullistes que Giscard agace, parce qu'il est très européen, copain du chancelier allemand Helmut Schmidt. Donc l'idée de Chevènement, du Tché, c'est qu'une partie de l'électorat gaulliste pourrait voter souverainiste du PS si le PS devenait le parti qui résiste à la côté fédéral de l'Union européenne. Un climat a été créé. Il sera long et difficile à remonter. Nous y sommes prêts, nous le souhaitons. Michel Rocard se présente alors comme le représentant d'une deuxième gauche. La deuxième gauche de Rocard se présente comme autogestionnaire et décentralisatrice, à la fois social-démocrate, mais aussi héritière de mai 68. Elle insiste, cette deuxième gauche, sur la nécessité de produire avant de promettre des avancées sociales. Elle ne prétend pas rompre avec le capitalisme, mais mieux redistribuer les revenus tirés d'une gestion intelligente du capitalisme, adapter et moderniser l'État-providence en s'inspirant des social-démocraties scandinaves. Cette deuxième gauche est aussi un slogan qui permet à Rocard et à ses amis de se démarquer de la première gauche, celle de Mitterrand, décrite comme étatiste, jacobine, autoritaire, empêtrée dans un marxisme à moitié assumé, mais qui la distingue mal finalement du programme communiste lui-même. Rocard trouve du reste que Mitterrand a trop cédé aux communistes en termes de programme de nationalisation d'entreprises privées. Il le dit au congrès de Metz, il pense qu'une participation majoritaire de l'État serait bien plus astucieuse et qu'il s'agit de moins d'argent, que ça coûterait moins d'argent à l'État, une participation à 51% plutôt qu'une nationalisation complète. C'est donc dans ce contexte que tous les Européens se rendent aux urnes pour élire leurs députés.
un scrutin qui parvient à mobiliser les Français. Les résultats ne sont pas faits pour faire plaisir à Chirac, parce que pour la première fois de l'histoire de cette Ve République, les forces du néo-gaulliste, les siennes, sont dominées par les forces centristes, celles de Giscard. En outre, la gauche enregistre une poussée. Elle obtient 41 sièges contre 40 pour l'ensemble des partis de droite. Et pour Chirac, c'est l'occasion de tempêter contre Giscard. Cette dernière Europe, qui est la seule que nous concevons, à laquelle s'est opposé le chef de l'État. Et comme je ne veux pas imaginer un seul instant que les gens changent subitement de comportement, de conviction sur ce qui est pour eux le plus essentiel, sur ce qui a été le fondement même de leur engagement et de leur combat politique, je dis attention. Alors même que ce sont les socialistes et les sociodémocrates européens qui obtiennent le plus grand nombre de sièges dans ce Parlement européen, 113 contre 107 pour le Parti populaire européen, celui des conservateurs de la droite modérée, c'est une centriste exactement, qui est élue président, parce qu'on ne dit pas encore présidente à l'époque, du Parlement européen, c'est Simone Veil. En la préférant à un socialiste italien qui était candidat pour occuper le poste de président du Parlement européen, Mario Zagari, il est possible que les eurodéputés aient cherché à apaiser les inquiétudes supranationales des souverainistes français, qu'ils soient de gauche comme Chevènement ou de droite comme Chirac. C'est donc en 1979 que naît un nouveau clivage politique en France. Dès cette époque-là, on commence à voir que le clivage entre ceux qui sont favorables à la poursuite de l'aventure européenne et qui penchent vers une forme de fédéralisme européen vont s'opposer de plus en plus à ceux qu'on va appeler les souverainistes. On n'appelle pas encore comme ça à l'époque, mais on voit bien que ça se dessine. Ça ne va pas remplacer complètement le clivage gauche-droite, mais enfin, progressivement, le paysage politique national en France va se redéfinir à partir de la question européenne. Au sein de la gauche comme de la droite, vont s'opposer de plus en plus ouvertement, je disais, les partisans d'une intégration européenne toujours plus poussée, et leurs adversaires, ceux qui sont inquiets face à ce qu'ils dénoncent comme un démantèlement de la souveraineté nationale. Et on le vérifiera lorsque François Mitterrand, devenu président de la République, aura tendance, sans jamais le dire ni l'assumer, à remplacer progressivement le point et la rose, l'emblème du Parti socialiste, par le drapeau aux 12 étoiles sur fond bleu de l'Union européenne. Face à l'impossibilité d'appliquer le programme socialiste, il a progressivement troqué son idéal socialiste par un projet européen. Cette tension politique, à gauche comme à droite, va d'abord avoir une influence sur l'élection de 1980. Rétrospectivement, on sait aujourd'hui combien ça va se révéler décisif, ces divisions à droite et à gauche, entre Rocard et Mitterrand et entre Giscard et Chirac. Parce que ça sera l'occasion de la première alternance politique de la Ve République en 81, mais il est clair dès 79 que le chef du RPR, Chirac, ne souhaite plus la réélection de Valéry Giscard d'Estaing. Et c'est un choix qui va peser lourd en mai 81, puisque une partie de l'électorat de Chirac va basculer du côté de Mitterrand. Mais aujourd'hui, que reste-t-il de cette période de bouleversement politique en France ? La deuxième gauche, aujourd'hui, ça ne veut plus dire grand-chose, simplement parce que la première gauche, celle des années 70, elle a disparu corps et biens, donc il n'y a plus besoin d'une deuxième non plus. C'est François Mitterrand lui-même qui a enterré cette première gauche lorsque, après 3 dévaluations successives du franc, il a décidé le fameux tournant de la rigueur après 2 ans de gouvernement réellement socialiste. Le PS n'a jamais fait officiellement son aggiornamento, mais personne aujourd'hui n'imagine qu'il puisse rompre avec le capitalisme comme il le promettait à l'époque du programme commun. Alors, c'est vrai que s'il ne reste pas grand-chose de la deuxième gauche parce que la première a disparu, par contre, le souverainisme, lui, il demeure un courant politique puissant dans notre pays aujourd'hui et il transcende d'ailleurs le clivage droite-gauche, même si il faut bien reconnaître que ses principaux représentants se recrutent plutôt à droite et même dans une droite extrême, comme Philippe de Villiers ou Nicolas Dupont-Aignan. À gauche, quand même, il y a des gens qu'on peut qualifier de souverainistes. Ça serait le cas notamment d'Arnaud Montebourg ou de François Ruffin. Et toujours, évidemment, Chevènement, qui reste fidèle à sa ligne de toujours. Les souverainistes ont en commun l'hostilité au libéralisme, au libre-échange, et le souci de la primauté de l'État, et puis toujours un degré variable de nationalisme. La politique française, encore marquée par le tournant de 1979, dans le prochain épisode de cette série, nous irons chez nos voisins outre-Manche, où la révolution Margaret Thatcher va bouleverser l'économie mondiale.
Alors pour écouter ce récit, rendez-vous chers auditeurs sur vos plateformes d'écoute comme Deezer, Castbox ou Podcast Addict et abonnez-vous à La Loupe. Si nos podcasts vous plaisent, parlez-en autour de vous ou dites-le nous par mail à l'adresse laloupe@l'express.fr. 1979 Année fatidique est une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, réalisé par Jules Cros. À demain.